En 78, le Sporting est rentré dans l'histoire de la Corse. Ah oui, c'était plus que du foot, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ça restera, ce sera pour l'éternité, hein, je pense. Un club de Corse à ce niveau, avec cette cortitude qui commençait à s'exprimer, pour moi, ça a été un des 4 ou 5 rêves que j'ai réalisé dans ma vie. C'était une équipe soudée, c'était une équipe tous ensemble. Hein. Une équipe de village, c'est simple, voilà. Je souhaite à tous les jeunes footballeurs, à mon âge, de le vivre, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'oublie jamais les 2 ans. Tu n'oublies pas ça. Bastia sur le toit de l'Europe. En ce printemps 1978, le Sporting se qualifie pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Un résultat incroyable et inattendu. Après Lisbonne, Newcastle, Torino, Iéna, c'est Zurich qui a été terrassé en demi-finale. Les Corses deviennent seulement la 3e équipe française à atteindre ce résultat, après le Grand Reims du début des années 60 et Saint-Étienne 2 ans plus tôt. Vous réalisez un peu ce qui vous arrive, être en finale de l'UEFA. Vous pensiez à ça en début de saison? Non, en début de saison, on n'y pensait pas. Disons que peut-être je ne réalise pas encore bien, mais enfin, je crois que c'est surtout pour les supporters. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Ça a bougé un peu dans toute la Corse. Coup franc dans la balle, arrivant dans la surface de réparation. Au-delà de la Corse, c'est tout un pays qui s'enflamme pour les Bleus. Didier Beaune, l'emblématique commentateur de la radio, se souvient du changement. D'un coup, Bastia devient une équipe connue. Et une équipe connue et appréciée. Moi, à l'époque, j'ai commettais la grave erreur de jouer au rugby et d'entraîner. Et quand j'allais prendre mon équipe, des rugbyman. Tout le monde me parlait des footeux de Bastia. En disant, dis donc, ils sont exceptionnels, tes gars, ils pourraient jouer au rugby. Ils ont la mentalité pour ça. Et pour cette finale, l'adversaire proposé est un grand d'Europe. Le PSV Eindhoven vient de battre le Grand Barcelone en demi-finale. Un club qui a gagné alors 7 titres de champion des Pays-Bas, dont un doublé en 1975 et 1976. Une équipe qui compte dans ses rangs l'ossature de l'équipe de Hollande, finaliste de la Coupe du Monde 1974, et qui va en jouer une autre en Argentine quelques semaines après la finale. Ah, la Bastia. Piliers de cette formation, les frères Van de Kerkhoff sont alors parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. In die tijd was het best wel, ja, voor ons was het schitterend. We hadden eerst Barcelona verslagen, thuis 3-0 uit 3-1 verloren. En toen de finale tegen Bastia. Ik denk dat het een van onze hoogtepunten is geweest in onze carrière bij PSV natuurlijk. Je speelt voor de eerste keer in de finale. We zijn kampioen geworden in Nederland in die tijd, dus dat was schitterend. En ja, Bastia in de finale, dat was alles voor ons natuurlijk. Ja, het scenario was heel goed voor ons. En Barcelona uitgeschakeld, ja, dan heb je eigenlijk al de cup gewonnen. En toen kregen we ook nog de loting, dus dat we eerst uit moesten spelen naar Bastia toe. Naar Bastia, PSV en daarna
10 dagen later PSV Bastia, dat was voor ons het allermooiste scenario om hier thuis kampioen te worden. De Europa Cup, de eerste Europa Cup voor PSV te winnen. Nou, dat is fantastisch. Il ne faut pas oublier qu'en 78, le football néerlandais, c'est l'apogée des 4 glorieux. 74, ils jouent la finale, ils perdent contre l'Allemagne. En 78, ils vont perdre contre l'Argentine. Ils sont au sommet du football mondial. Ça veut dire que, je disais tout à l'heure, les frères Van de Kerkhove, c'est parmi les meilleurs joueurs européens. En fait, c'est parmi les joueurs, c'est la classe mondiale, PSV Eindhoven. C'est l'ère Kovacs, c'est Ajax qui tout le monde attaque, tout le monde défend. Football total, voilà. Football total, tout le monde, qui a révolutionné le football européen. Hier matin encore, au stade Armand Césari, on mettait les derniers points de soudure aux portes d'entrée afin d'endiguer la vague déferlante des supporters de Bastia et d'Eindhoven. Du côté des télécommunications, il a fallu également prévoir des liaisons téléphoniques internationales supplémentaires, compte tenu du nombre important de journalistes français, hollandais et observateurs étrangers. Les tribunes supplémentaires ont été également installées afin d'augmenter la capacité du stade. Au début du match, peut-être 12 000, peut-être, et puis à l'entracte, quand il est à la mi-temps, 5 000 de plus qui attendent dehors pour rentrer. Certains parlent même de 20 000 malgré des prix allant de 130 à 360 francs. Mais disputer une finale de Coupe d'Europe dans ce stade semblait une gageure, mais les dirigeants de Bastia, qui souhaitaient jouer à Paris ou Marseille, ont dû reculer devant les pressions, voire les menaces. L'économie locale, c'est quand même important. N'oubliez pas que pour le match de Bastia-Turin, il y a eu plus de 600 millions d'anciens francs de changés dans les banques. Or, je considère que ça aurait été une injustice que de faire le match ailleurs qu'à Bastia. Habitués aux joutes européennes et aux stades d'envergure, les Hollandais sont très surpris en arrivant à Bastia. Je kan het stadion. Het was een stadionnetje waar wij toen in die tijd was het heel ouderwets. Het was een gezellig stadion, maar niet in de tijd wat paste. Het was een beetje bizar, dat stadion. Het was gewoon de mensen er rondomheen, 7.000, 8.000 mensen. Het was een beetje bizar, maar toch wel leuk om mee te maken natuurlijk. Als je speelt in Barcelona voor 80.000 mensen en je komt dan in de finale tegen Bastia met 8.000 mensen. Ja, dat is een hemelbreed verschil. À Bastia et dans toute la Corse, l'engouement provoqué par l'épopée est phénoménal. Plus ça approchait, plus la ville prenait des couleurs, c'est impressionnant. Hein. On va gagner, c'est quelque chose, je vous dis, c'est extraordinaire. Dans la rue, on sent la pression. Dans la rue, c'est impressionnant. Les gens, tout le monde parle. Ouais. Puis nous, tout le monde se connaît ici. Hein. Quand on va à droite à gauche, tous les jours, on ne parle que de ça, Hein. Entre le terrain d'entraînement, le terrain de match et la maison, je bougeais pas trop, quoi. Je bougeais pas trop parce que c'était invivable, quoi. C'était invivable. L'effervescence qu'il y avait en ville, il y avait les boutiques parées de bleu et de blanc de partout, les drapeaux corses. C'était vraiment. J'ai plus jamais revu ça, quoi. Tout le monde était bleu, tout le monde fêtait l'événement. Les mamies qui ne savaient même pas comment était un ballon, ben, ils étaient Bastia, c'était l'euphorie dans toutes les demeures, disons, voilà. Moi j'ai vu un âne peint en bleu et blanc. Puis il y avait un concours de vitrine, donc ça, c'était le boulevard, c'était dingue. Là, cette extraordinaire pièce d'art faite de sucre et de chocolat par un maître pâtissier cortenais qui a voulu, à sa manière, rendre hommage à ses héros. Moi, personnellement, je ne voyais pas que la ville se préparait. Moi, toujours mon objectif, c'est parce qu'on était toujours au stade. Hein. Il y avait la récupération, l'après-match, puis après, c'était le stade. Mon père, je me souviens, il arrivait, il me disait, bon, si tu vois sur la place ce qui se passe, les gens sortent avec les drapeaux, voilà, tout ça, je ne l'ai pas vu, moi, ça. En ce début de jour de fête, le soleil est de la partie.
Sur la place Saint-Nicolas, des chanteurs viennent soutenir le club et un observateur étonnant va montrer cette ambiance un peu folle. Le célèbre cinéaste Jacques Tati a décidé de filmer cette finale et surtout ses à côté. C'était tellement phénoménal cette équipe qui gagnait sur toute l'Europe qu'il était attiré par ça. Hein. Et puis il savait aussi que l'ambiance du stade Foriani c'était quelque chose d'extraordinaire. En fait il voulait montrer que le foot dépassait tous les clivages sociaux, où tout le monde se retrouve grâce à ce ballon. Et voilà. Donc on était là et avec la caméra, on a fait toutes les rues et toutes les choses qui étaient un peu particulières, on les filmait. Ici, à cet endroit, sur la place Saint-Nicolas, on est resté peut-être une après-midi, une demi-journée, à observer les chiens. Il me dit, on va regarder les chiens. Et effectivement, il y avait des chiens déguisés. Après, il y a des chiens déguisés, on voit des chiens déguisés. Voilà, oui. C'est vrai que si on observe, il faut prendre le temps d'observer. C'était ça un peu la leçon, quoi, la leçon de cinéma. Moi, j'ai vu le documentaire de Jacques Tati. Moi, je vois tous les Corses qui sont dans la place Nicolas ou sur l'église avec le drapeau et tout ça. C'est dingue. Toute la ville, c'est complètement... parce que nous, on n'a pas vu ça. Et la folie dépasse la Corse. La diaspora se mobilise de tout le continent. On vient de partout. Un bateau est même spécialement affrété de Marseille avec à son bord les étudiants corses de la région. L'équipe de Bastia est le symbole du peuple corse en pleine renaissance de ses moyens. Et nous lui amenons tout notre soutien avec les drapeaux bleus et blancs, mais surtout avec le drapeau blanc papé de la tête de mort. Dans le petit stade, il n'y a pas un centimètre carré de vide. Les supporters sont aussi venus de toute l'île. Alors la finale, je suis arrivé à midi. Je suis arrivé à midi et le stade était plein. Le stade était déjà plein, malgré le temps, parce qu'il ne faisait pas très beau. Je monte en stop, encore une fois, et je me rappelle que j'ai mon billet, il pleut, il est 13h, et on rentre dans la tribune ouest, et de 13h jusqu'au soir, on est debout sous la pluie. Voilà, on est debout sous la pluie. Nous y voilà à Foriani. Sur le coup de 18h, il est tombé entre-temps des trombes d'eau sur le terrain. Les dieux du football n'étaient pas venus ce jour-là. Les dieux du football nous ont abandonnés parce que le ciel a commencé à pleurer et il y a eu une pluie torrentielle. Ah, et puis il est tombé des cordes et tout, c'était impressionnant. Vraiment, on allait jouer. Hein. Moi, je me souviens, il y avait les gens avec des sacs poubelles sur la tête. La pelouse, c'était une patinoire. Hein. Je me rappelle tellement que nous, gamins, avec nos t-shirts, on épongeait et puis on allait tourner nos t-shirts pour... Quelques trous pour accélérer l'écoulement, sac de sciure pour éponger et bien sûr l'inévitable saut balayette. Les acteurs ne se dérobent pas, gardien de but est numéro 1, Yard est le premier à affronter la Gadoue. Eric Yard, la pluie, là, ce temps, ça vous inspire? Disons que ce soir le terrain va être très gras et disons que c'est peut-être un terrain pour avantager les Hollandais. Et on verra. On arrive à Foriani et le terrain est impraticable. Impraticable, il y a des marteaux de partout, il y a déjà les gens qui sont en train d'essayer avec des pelles, des râteaux, des sacs dans le vélo. Et après on reste dans l'incertitude, on ne sait pas si on va jouer, pas jouer, donc c'est terrible de préparer une finale comme ça. On a préparé l'équipe
comme si on allait jouer. C'est comme si on allait jouer en pensant qu'on n'allait pas jouer. Tout le monde pense que le match va être reporté. Il ne peut pas en être autrement. La logique, c'est ça. Enfin, c'est un marécage, encore une fois. Personne ne bougeait. Hein. Non, personne ne bougeait. Il y en a qui voulaient voir le match, d'autres non. Ben oui, les gens qui étaient là, de toute façon, nous on était là-bas, on a dit il faut jouer. Hein. C'est pas... Quand on est dans le stade, on ne réfléchit même pas. Ça va être dur, c'est sûr. Mais enfin, après, on en avait tellement vu, on n'avait jamais perdu en forêt, donc nous on s'est dit plus ou pas plus, et bien, on y reste. Hein. Mais on s'est dit que ce serait mieux qu'on ne joue pas, parce que on se dit, bon, comme tout pseudo-spécialiste, on se dit qu'un terrain gras dans cet état-là, ça fait le jeu de la défense, et que donc c'est pas bon pour le Sporting, et que si on veut gagner, cette coupe, c'est à Bastia qu'il va falloir l'emporter. Et donc, il vaudrait mieux que le match ne soit pas joué. Nous, on avait envie de jouer. Il y avait du monde. Et les dirigeants, comment dire, étaient un peu embêtés de reporter ce match parce que, voilà, tout ce monde, on n'était pas trop préparé à avoir un événement pareil. Mais le match aura-t-il lieu ou non? Un seul homme détient la réponse. Le voici, cet homme qui débarque dans Furiani. Et les premiers pas de monsieur l'arbitre ne sont pas très encourageants. L'arbitre, qui était un Yougoslave, a pris le ballon, suivi par toute une meute de journalistes de télévision. Il a fait combien, 30 mètres du centre, il a lancé le ballon, il est tombé dans une flaque d'eau. Plouf! Flaque! Plaf! Plouf! Splash! Plaf dans la flaque d'eau, donc c'était injouable. Plouf, ça n'a pas rebondi. Et ça n'a guère roulé. Apparemment, l'essai n'est pas du tout concluant, mais pourtant Jules Philippi et l'arbitre yougoslave lèvent le pouce en signe d'OK. C'est OK, le match aura bien lieu. On a compris que c'était des circonstances qui dépassaient le match. Voilà. Il fallait que le match se joue à n'importe quel prix. Le commentateur Didier Beaune a alors le privilège rare d'entrer dans le vestiaire quelques minutes avant le match. Ils savent que ça joue, ils se préparent. Ils se préparent normalement, je les vois mettre leur maillot, leur crampon. Je sens, si je me souviens bien, je sens pas une excitation particulière. Nous, on a joué, même ils nous disaient jouer qu'il y a même dans une piscine, on joue dans la piscine. On était prêts, nous. Nous, l'équipe, on s'en fout. On jouait, on dit voilà, nous on est là, on est chez nous déjà. Et on n'a pas pensé à ça. Peut-être, c'est vrai, les joueurs, ils n'ont pas pensé à ça. Il n'y avait pas se dire on ne joue pas ou demander pas jouer. On n'a pas le droit, il y a un arbitre. Il y a un arbitre, il y a une délégation qui est rentrée, il a dit on joue le match. L'événement fait ce jour-là l'ouverture du journal de 20h de la deuxième chaîne, alors présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans moins d'une demi-heure, nous irons tous ensemble prendre le chemin de Bastia pour le match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA. Bastia-Eindhoven. Il a plu des cordes aujourd'hui en Corse, à tel point qu'on a eu peur jusqu'à la dernière minute que le match ne se joue pas. Mais apparemment, ça marche. Eh bien oui, Patrick, ça marche, mais ça va marcher difficilement, car vous pouvez constater que le terrain est vraiment à peine jouable. L'arbitre, monsieur Maximovic... 40 ans après le match, la question de savoir s'il fallait le jouer agite encore les esprits. Il y a eu beaucoup de critiques envers l'arbitre, parce que normalement, il n'aurait pas dû faire jouer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Et voilà. Après, ça fait partie d'un des premiers matchs aussi télévisés, avec apparemment beaucoup de publicité autour du stade. Et après, est-ce qu'au niveau même des dates, il y avait une Coupe du Monde après? Est-ce que c'était possible de reporter? Donc il y a eu beaucoup de choses, je pense, qui ont fait que le match il devait se jouer quoi qu'il arrive, quoi. Peut-être y a-t-il eu également des questions de billetterie, c'est certain. Et on ne remet pas le match parce qu'on n'imagine pas pouvoir le remettre. Je pense que oui. Mais encore une fois, le modèle financier qui fait que Bastia doit grappiller de partout de l'argent pour survivre fait qu'on ne peut pas prendre le risque de rejouer le match parce qu'on ne sait pas effectivement est-ce que les gens n'ont pas demandé le remboursement des billets. Voilà, on ne peut pas courir ce risque-là. Et il est évident que l'arbitre doit subir des pressions parce que le terrain est impraticable. C'est évident, le terrain est impraticable. Compte tenu de l'état du terrain, dans des conditions normales, le match, s'il est reporté, il ne peut pas avoir lieu
ni le lendemain, ni le surlendemain, ni trop. Il faut au minimum une semaine. C'est impossible. Il y a le match retour à jouer, il y a la coupe. C'est ça. Donc, il est clair que il y a un impératif temps qui se superpose à l'impératif financier. Et dans ces cas-là, Bastia. Pour Bastia, je m'en porte garant. Si le match n'avait pas eu lieu le jour, le lendemain, on l'aurait programmé quand même. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas la télé qui était en cause. Le match va donc se jouer. À ce moment-là, le président du club est satisfait de cette décision. Oui, parce qu'il pense, parce que lui, il est dans l'euphorie. Il pense que si on joue le match, on va encore le gagner. Et pourtant, il ne fallait pas le jouer, ce match. Je pense qu'il ne fallait pas le jouer. Mais il y avait tellement... parce qu'il y a la pression populaire aussi. Les supporters voulaient le jouer aussi. Hein. On entendait, on a payé nos places, on veut jouer. Oui, on va gagner, oui, parce qu'on n'a jamais perdu ici. Et je dis à Paul Nathalie, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer. Les Hollandais, ils sont habitués à ce genre de terrain. Les nôtres, non, ils sont trop légers. Et la réponse de Nathalie, je l'entends encore aujourd'hui, en Corse, bien entendu. Il m'a dit, ben voilà, alors fais sortir 12 000 excités comme ça, et là, il y aurait eu de pagaille monstre. Si vous dites à ces gens qu'il n'y a pas de match, ils sont survoltés. Et puis vous faites comment? Vous leur donnez un pass pour revenir la fois d'après, mais c'est pas possible. Même matériellement, c'est pas possible. C'était même pas prévu, le billet de remplacement. Non, c'est une des raisons. Ça n'a jamais été évoqué, je ne sais pas pourquoi, et pourtant, c'est tout à l'honneur de celui qui a pris la décision. Malgré toutes ces discussions, le match démarre. Il est 20h30, les conditions sont très particulières. Moi, je suis sur le banc de touche. Vu mon gabarit de poids plume, l'entraîneur, il me fait comprendre qu'il me dit « Bon, aujourd'hui, tu vas regarder le match. » J'ai regardé le match. C'est un regret, ça, de ne pas l'avoir joué, cette finale? Enfin, de ce match aller, pardon. Je pense que, vu le terrain, je n'aurais pas été à l'aise, sincèrement. Dans le football, le mauvais temps avantage le défenseur, parce que le défenseur, il n'a qu'à dégager le ballon. Par contre, l'attaquant, il court, le ballon reste derrière. Yves Mario sur son aile gauche, un premier centre et un premier arrêt de Van Beveren. Ce ne sera pas le dernier tout au long de cette rencontre. Oui, on a des occasions, mais enfin, on a un ballon qui s'arrête sur la ligne, quoi. En temps normal, il doit rentrer. Peut-être que même pour eux, hein, eux aussi, peut-être qu'ils auraient, je ne sais pas moi, hein, on n'aurait pas fini 0-0, on aurait fini... parce que bon, Eindhoven, attention, un mois après, il y avait 7 joueurs qui jouaient la finale de la Coupe du Monde en Argentine. Hein. C'était une sacrée équipe. Ja, ik heb er één ding uitgehaald als ik de wedstrijd terugzie. En op een gegeven moment, ik gooide de bal achter die linksback van Bastia. En ik liep achter de dugout, liep ik zo helemaal, want daar was het droog. En dat was het enige stukje wat droog was, dat achter de dugout. En ja, toen ging ik hem voorbij. Maar alleen die bal die bleef liggen. Dus, ja, het was onbespeelbaar, het was niet te voetballen. Il y avait surtout la moitié d'un terrain, surtout. La moitié qui était vraiment impraticable. Ouais, en bas. En bas, côté vestiaire. Là, c'était de l'eau, de la boue. L'autre côté, c'était jouable. Ouais. Mais donc, c'était terrible parce que même dans le match, Dédé, à un moment, devait me mettre un ballon en retrait. Il reste dans l'eau et l'attaquant adverse arrive tout seul devant moi, quoi. Donc, c'était des conditions terribles pour tout le monde. Le ballon ne roulait pas. La roulette de Mario, elle restait dans la gadoue. Et pourtant, malgré ça, si le tir de la Cuesta est légèrement à droite ou à gauche, peut-être qu'on gagne la Coupe d'Europe. Oui, mais il y a Van Beveren en face. Là, le gardien, il fait le match de sa vie. Là.
c'était un grand gardien quand même. Beverel, il était réputé, donc on savait qu'on allait avoir quelqu'un en face de très grand. Mais malgré tout, je vous dis, bon, il a fait des arrêts extraordinaires, hein, mais on doit gagner quand même. Basje had niet zoveel kansen gekregen, maar we hadden de allerbeste keeper aller tijden natuurlijk. Jan van Bever was de keeper van, was bij de top 3 van de wereld. En de beste keeper die PSV ooit gehad heeft. En het was een fantastische keeper. En goed, die 1 of 2 kansen die Bastia gehad heeft, die pakte hij gewoon goed. En, maar ja, daar is je keeper voor geworden. Hè. Zo simpel is het. En ville, les cinéastes captent la tension dans un bar de la place Saint-Nicolas. En fait, et là, c'était pas une ambiance extraordinaire. Hein. C'était, les Bastiais étaient crispés, ils ne voulaient pas perdre, très tendus. Au match aussi, ici aussi, dans les trucs. C'était pas la joie telle qu'on aurait pu imaginer. 0-0 au bout de 90 minutes d'un match tendu. Un résultat décevant, c'est la première fois que les Bastiais ne gagnent pas à domicile. Est-ce que Bastia a perdu toute chance de remporter cette coupe? Non, du tout. C'est 0-0, on a toutes les chances de la gagner. Mais on va aller là-bas, on ne va pas sûrement faire le jeu qu'ont fait les Hollandais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les Hollandais, ils ont fait le 0-0, ils ne cherchaient pas à comprendre, il fallait faire ce jeu-là, ils l'ont fait. Là-bas, ils vont être obligés d'attaquer et peut-être que ça nous arrangera. Bastia n'a pas pu faire voir là peut-être une plus grande finesse technique, comme l'a souligné Pierre, et sur un très bon terrain, au match retour, pourquoi pas marquer un but, mettre Eindhoven en difficulté, et 1-1, c'est la coupe pour Bastia. Et alors le soir, on est quoi? On est déçu un peu? Ah bien sûr. On est déçu sans être déçu. Sans être déçu. Parce qu'on se rendait compte quand même que l'équipe glissait tout doucement. Mais on est déçu parce qu'on n'a pas joué le match, quoi. Voilà, hein, on est très déçu. Hein. Parce que bon, déjà par le résultat, et puis bon, par tous les efforts qui ont été faits, et puis bon, à l'arrivée, il n'y avait rien, quoi. Hein. On arrivait toujours à une occasion, elle échouait à cause de la flaque qui empêchait d'avancer un peu plus, et ainsi de suite. Vous vous dites que sur un terrain normal, vous auriez gagné? Sur un terrain normal, oui, je l'affirme. Ouais. C'est un scandale. Moi, je te dis, c'est un scandale. Qu'on ait pu autoriser ce match-là à se dérouler, c'est un scandale. S'il n'y a pas cette intempérie, je pense sincèrement qu'on aurait été le premier club français à gagner une Coupe d'Europe. Parce que le soir-là, on fait un super match. On sera 0-0 et on peut leur remettre 3-4. Il y a toujours ce regret-là. Ouais. Very good result. Ja, dat was een geweldige uitslag voor ons. En we hebben s'avonds in het hotel ook feest gevierd eigenlijk. Een big party. Op voorschot. Met supporters. Er waren niet zoveel supporters van PSV. Maar een big party with everybody. So we have in the hotel. J'étais content, ils ont passé la soirée au bar. Et la bière à flot. À flot. J'ai jamais vu quelque chose d'impressionnant. J'ai jamais vu des gens boire autant de bière que les Hollandais. Et des physiques extraordinaires. Le matin même, ils plongeaient à la piscine. Après, la veille d'un match, quand même, d'une finale. J'étais surpris. Ils mangeaient n'importe quoi, ils arrivaient, ils buvaient la bière, ils prenaient 2 chips, ils prenaient... Impressionnant, impressionnant. Physiquement, ils m'ont époustouflé. Le retour de tout le monde, Boulevard Paoli, bon... C'est pas la grande fiesta. Il n'y avait rien, quoi. Il y avait rien. Il y avait un gars qui avait un flingue, je me souviens, il a sorti son flingue, il a tiré en l'air, bon, il a remis son flingue, hop, tout le monde est parti. Déçu, Jacques Tati ne fera pas de film. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que sa fille, avec l'aide de la Cinémathèque de Corse, décide de monter les images de son père et donc de faire découvrir ces images inédites.
15 jours plus tard, les Bastiais découvrent Eindhoven, la 5e ville des Pays-Bas et dominée par le géant de l'électronique Philips, qui possède le club et le stade. Avant ce choc, les joueurs et leurs entourages continuent à croire en leur bonne étoile. L'espoir, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de référence littéraire, mais je suppose qu'il y a des grands écrivains qui ont dû dire que l'espoir, je sais pas, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Voilà. Parce que les gens qui sont partis à Eindhoven, moi je me rappelle de mon facteur, il avait vendu sa voiture, c'est authentique, il avait une voiture d'occasion, il l'avait vendue pour se payer le billet d'avion pour aller à Eindhoven, le facteur. Donc c'est qu'il y croyait. Non, on a toujours gardé l'espoir. On a toujours gardé l'espoir parce qu'on s'est toujours dit, on a marqué à Torino, on a gagné à l'extérieur, on a gagné de partout, on pouvait gagner. Voilà. C'est la finale, il ne fallait pas lâcher, c'est la dernière marche, il ne fallait pas lâcher. On a gagné de partout, on aurait pu aussi bien gagner là-bas. Il y a de l'espoir, oui, c'est 0-0. Hein. Il y a de l'espoir parce qu'on a toujours fait des résultats qu'on n'attendait pas. Donc nous aussi, hein, on pensait qu'on allait gagner à Eindhoven. Hein. On y croyait. On pouvait y croire encore. Moi, j'y croyais plus beaucoup parce que chez eux, les Hollandais à l'époque, ils étaient presque pas prenables. Alors il aurait fallu faire le différentiel à l'aller, ça. Bon, alors après, ils auraient couru après le résultat. Ils seraient peut-être un peu ouverts. Mais là, ils étaient trop difficiles à prendre. Et puis, il y a eu un fait qui est important, c'est que la Ligue, à l'époque, le groupement à l'époque, ça s'appelait groupement professionnel, n'a pas voulu modifier le calendrier de Bastia. Alors que c'était le seul club qui représentait le football français. On a joué 3 matchs de championnat en 6 jours. Tous les 2 jours, on jouait. Bien sûr, l'équipe, ils étaient vidés, complètement fatigués. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer et il fallait repartir à Eindhoven jouer une finale sur place. Parce que ils étaient déjà champions de Hollande. Ils ne jouaient plus. Ils ont joué qu'un match en 15 jours. Donc ils étaient frais et dispo, ils ont préparé cette finale, tranquille. De zon schijnen, vol stadion. En een vermoeid Bastia. En voor ons, en wij waren topfit. We gingen naar de WK toe en we waren kampioen van Nederland. En Bastia nog even om de kroon op het werk te zetten. En dat was... Nee, Bastia dat had hier weinig kans. Dans cette ambiance incroyable, les supporters bastiais venus de Corse et du continent sont un peu perdus. Ils étaient parqués dans un endroit. Ce jour-là, ils étaient nombreux, mais on les entendait moins qu'ailleurs, quoi. Et pour la première fois depuis le début de l'épopée, des tensions naissent dans le vestiaire. Oui, il y a eu nerveusement, c'est le dernier match, il y avait quelques tensions internes, avec Fanfan par exemple, et il y avait comment dire, Fanfan aurait bien voulu jouer, c'est Crimo qui jouait, tu vois. Il y a eu quelques accrochages, mais bon, c'est pas, on oublie vite ça. Voilà. Vous ne jouez pas la finale retour? Est-ce que c'est un problème à ce moment-là? Moi, oui. Pour moi, oui, parce que j'y tiens trop. Et ne pas jouer, pour moi, c'est une sentence que je ne peux pas admettre. Parce que, voilà, c'est comme ça. Bon, on a eu des mots, on les a réglés, et puis voilà. C'est logique qu'il y ait un peu de problème, un peu de nerveux. On est nerveux un peu, Moi, je trouve que c'est logique. C'est logique, c'est normal. C'est une finale de Coupe d'Europe. Tout le monde veut la jouer. Le match commence, mais très vite, les joueurs sentent qu'ils n'y sont pas, ni physiquement, ni mentalement. Ouais. On n'a eu pas le caractère Bon, on n'était pas en forme. Physiquement, on était comme un peu cuit.
Alors, le retour, je suis à la maison. Je suis à la maison avec mes parents et je regarde le match et je comprends tout de suite que ça va être compliqué. Que ça va être très compliqué, qu'on ne gagnera pas la Coupe d'Europe. Voilà. Et je suis très triste, je crois même que j'ai pleuré. Une équipe de fantômes, une équipe épuisée, on voit des joueurs qui n'en peuvent plus. Voilà. L'impression d'une équipe qui est vraiment au bout du rouleau. Voilà. Ils étaient, à la limite, comme on dit, un peu carbo. Hein. Même un monstre physique comme Orlanducci. Hein. Manque de jus. Manque de jus. Dans l'intervention, je sais pas, c'est le fait d'avoir, pendant 2 mois, joué tous les 3 jours. Quoi. Voilà, ça, à un moment donné... On faisait des efforts, on avait du mal à récupérer. Puis c'était pas au niveau des sprints, au niveau de la vitesse, tout ça, c'était laborieux. Physiquement, c'était pas ça. Il y a une remarque de Paul Marchionni qui m'a dit, Antoine, il m'a dit quand on taclait, pour tacler l'attaquant, on était à 30 cm du ballon. On n'arrivait pas au ballon. Il a dit le joueur passait. On était fatigué physiquement et surtout mentalement, parce que bon, il fallait gérer toute cette pression. Hein. Je crois que c'était le match de trop. Voilà. Quand une finale, ça se joue sur un match, hein, et là, ça s'est joué sur 2 matchs, et pour nous, c'était le match de trop. Conséquence de cet état physique et psychologique, les Bastiais entament très mal le match. Ils sont rapidement menés. Hij heeft nog 1 goal gemaakt, dus dat was die goal. Very important goal. Het was mijn enigste goal in de Europa Cup, maar wel een hele belangrijke. Want met 1-0 hadden we ook gewonnen. Dus ja, dat was voor mij een belangrijk moment. Misschien wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Het doelpunt op zich was niet zo mooi, maar de opzet was wel mooi. Maar het doelpunt was... Hij moet erin liggen, hè? Ja, dat is waar. On n'y a pas cru longtemps. Hein. Très sincèrement, on n'y a pas cru longtemps. Même à 1-0, personnellement, moi et mes confrères, les autres radios aussi, on faisait un peu la moue en disant c'est très mal barré. Pourtant, à 1-0 à la mi-temps, les Bastiais gardent espoir. Un but leur suffirait pour remporter la coupe. Le coach fait alors entrer du 109. Ouais, on a eu 1 ou 2 situations, pas d'occasion franche, mais on sent qu'on est... On sent qu'on est proche et loin en même temps. Quoi. Parce qu'on sentait qu'en face, ils avaient une maîtrise que nous, on avait perdue. Débordés dans tous les compartiments du jeu, les Bastiais encaissent 2 buts en 5 minutes. 3-0, la messe est dite. Ils ne reviendront pas, leur rêve de titre s'envole. À la fin du match, le traditionnel échange de maillots donne des images étonnantes. Quand vous voyez le capitaine hollandais avec le maillot de Bastia brandir la coupe, ça fait mal. Ah oui, ah oui. Bon. Elle est restée cette image. Le Sporting quand même brandit la coupe de l'UEFA. Le maillot corse à l'UEFA en main. Et dans le musée du club au stade d'Eindhoven, le maillot du Sporting est bien placé. The first championship of Europe for PSV and I keep it and for us. En voor ons. Dat was voor ons natuurlijk ook een heel mooi belevenis. En, ja. Ik heb het thuis nog steeds op mijn kamer hangen. Daar hangt het t-shirt van SEC Bastia. En ja, dat was een van mijn mooiste herinneringen natuurlijk. Een mooie herinnering. On est déçus, mais bon, oui, sur le match, on est déçus, mais bon, on n'est pas déçus parce qu'on se dit quand même, on fait une finale de la Coupe d'Europe, je veux dire, bon. C'est comme ça, hein. Moi j'ai perdu 2 fois la finale Coupe du Monde. Ça c'est aussi pas mal, hein. Bon, il y a de la déception, mais c'est pas la déception d'un match qui s'est joué à peu, où on était vraiment passé à côté.
Il nous tardait qu'une chose, enfin, personnellement, c'était de rentrer et puis d'évacuer tout ça et d'oublier. Mais de dépit, d'ailleurs, j'ai pris mon alpha et je suis reparti après le match. Je suis rentré direct ici à Marolles-en-Brie après le match. En ce mois de mai 1978, la saison d'été approche, mais dans le cœur des Bastiais, le soleil naissant n'arrive pas à effacer l'immense déception et la sensation d'une occasion unique d'emporter un titre majeur qui s'efface. Beaucoup de tristesse parce qu'on y croyait et on aurait voulu que Bastia soit le premier club français à remporter la Coupe d'Europe. Voilà, ça aurait été la revanche totale, définitive, bien sûr, sur les méchants. Et voilà, beaucoup de frustration, bien sûr, beaucoup de frustration. Et en même temps, l'épopée, tous ces souvenirs, voilà, ces matchs fantastiques. Mais c'est vrai, ce soir-là, de mai 78, beaucoup de peine, ouais, beaucoup de peine. Plus que si j'avais dû redoubler ma première. Alors moi, je veux dire une chose que je me souviens, c'est que les supporters n'ont pas été à la hauteur de cette équipe. C'est-à-dire que lorsque l'équipe est revenue, ils ne sont pas venus l'acclamer. Vous voyez, comme pour dire, ouais, puis 3-2, ben, ça vous va bien. Ouais, alors que ils sont arrivés après, le peuple n'y était pas pour les acclamer, parce qu'ils ont perdu. Voilà. Vous voyez, comme c'est ingrat. Ouais, moi je me rappelle, oui, parce que quand on avait pris le sac, il y avait une petite dame là, elle était plus déçue que nous. Hein. Elle dit, c'était pour faire ça, c'était pas la peine d'y aller. Hein. Ça veut tout dire. À savoir qu'avant on était glorifiés, mais dès que vous perdez, on ne vous rate pas. Mais c'est un peu ça le sport aussi. Hein. Il faut savoir se remettre en cause, il faut accepter les critiques, même si si elles font mal, ça ne fait rien, il faut accepter parce que vous avez fait une belle période, hein, d'une dizaine de matchs, et puis il suffit d'un match pour que tout s'écroule. Hein. C'est un petit peu comme ça dans tous les sports. Hein. On rentre à Bastia, Bastia est vide, hein, il n'y a même pas un chat dehors. On rentre à la maison, il n'y a même pas une voiture. Hein. Donc c'est ça, tout le monde est très déçu. Et ouais, malheureusement. Au retour d'Eindhoven, je sors de Porretta, je ne sais pas pourquoi, je suis à côté de Claude Pape. Et Maddy, l'épouse de Claude Pape, n'était pas venue parce qu'elle était enceinte, puisque sa deuxième fille est née en 78. Elle arrive, elle agresse Claude, elle dit « Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as touché ton premier ballon à la 33e minute ?» Il se tourne vers elle et dit « Dis-moi bonjour d'abord. » Il a dit bonjour, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu vois Antoine, j'ai pas besoin des journalistes pour les costards. Hein. » Elle avait un peu exagéré, c'était pas la 33e minute, mais lui aussi était noyé comme les autres. Hein. On n'a pas existé. On n'a pas existé. Hein. Quand on est Bastia et qu'on joue la finale de l'UEFA, après, bon, vous la gagnez très bien, mais même si vous la perdez, ça reste un grand moment. Vous savez, la légende fait que la légende peut se créer même sur une défaite. On a fait une finale, on est dans une finale de Coupe d'Europe, on est rentré dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, on y est dedans. On est écrit, finale au stade, vous l'avez vu, il y a quand même les noms des joueurs qui ont fait une finale de Coupe d'Europe. On se dit, bon, on a marqué quand même quelque chose, on a montré quelque chose, et ça c'est important. Je pense que c'est important. Les gens sont un peu nostalgiques de ça. Hein. Est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'un jour on va le revivre? Je ne sais pas. On ne peut pas vivre éternellement avec les souvenirs, mais on y pense. On y pense. Moi, je vous dis, il ne se passe pas un jour sans que je sois en ville, sans que je croise des vieux supporters qui me parlent de cette période. Hein. Pour un amateur de football, c'était une épopée héroïque. C'était une épopée qu'on a vécue, un rêve, parce que petit club comme nous sommes, arriver à faire ce qu'on a fait, c'était magnifique. Et puis moi, personnellement, avoir reçu tous ces grands joueurs, j'avais plus. Quand il y avait eux, j'étais aux anges. Voilà, pour moi, ils auraient pu prendre l'hôtel entier et j'aurais fait cadeau de l'hôtel tellement. Quand on aime le football, c'est ça. Voilà. C'était grandiose. On gagnait de partout. On a eu 7 victoires quand même. Hein. Et on gagnait de partout.
On croyait qu'on était inarrêtable. Hein. Bastia, tout le monde parlait de la France entière, parlait que de Bastia. Hein. L'épopée, peut-être que l'épopée du Sporting, peut-être, a fait connaître la Corse. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas la Corse. À l'époque, les Corses se sentaient un petit peu oubliés, abandonnés de la France métropolitaine. Ils étaient un petit peu les parents pauvres. Et cette aventure footballistique les a mis en lumière et a montré qu'ils existaient, qu'il y avait une identité, qu'il y avait une histoire, qu'il y avait un tempérament. Et je crois que ça a fait beaucoup de bien pour la Corse et pour les Français du continent qui se sont découverts les uns les autres. Tout est venu en même temps, je veux dire, l'épopée, les revendications politiques, de l'autonomie qui était demandée par beaucoup de monde en Corse. Voilà, c'était la naissance d'un mouvement qui a révolutionné un peu la Corse. Le Sporting amène à un moment donné à se questionner. Mais qu'est-ce qu'on est alors finalement? On est Corse, on est Français, on peut être les deux ou pas. Qu'est-ce qu'on est? Voilà, c'est un moment de questionnement identitaire qui a joué, je pense, sur des gens de ma génération. Le Sporting a eu, de ce côté-là, je crois, un impact vraiment important. D'en faire partie, c'est une fierté. C'est une fierté de dire ben, j'ai eu la chance d'être là. J'ai eu la chance de me battre pour un club, mais aussi peut-être pour une certaine Corse. Le Sporting porte-drapeau de l'identité corse. Une réalité que le journaliste de l'équipe, Victor Siné, décrivait déjà avant le match retour contre le Torino. Dans une chronique pour le magazine France Football, rédigée entièrement en langue corse, il concluait par ces mots. Dans tous les cas, même si vous perdez à Turin, nous sommes déjà heureux. Avec Bastia, c'est l'âme de la Corse qui renaît. Depuis leur tombeau, nos ancêtres se tournent tous vers la lumière. Allez les enfants, la Corse est victorieuse. Victor Siné, il était à la fois une plume très réputée de l'équipe et puis en même temps il défendait ses idées. Victor Siné était un militant, à ce moment-là on disait autonomiste, quoi. Oui. Il est très engagé, et c'est vrai, très belle plume, il parlait à une très bonne Corse, et c'est lui qui couvrait le Sporting, c'est clair. L'épopée du Sporting, c'est lui qui l'a traité pour l'équipe. Je crois que c'était un signe de gratitude, c'était un clin d'œil, c'était une façon de dire, bon, votre identité, non seulement elle n'est pas rajetée, c'est une forme de reconnaissance, elle a été un ingrédient important de la démarche, à mon avis. Ce que Siné dit à ce moment-là, c'est voilà, la culture corse, la langue corse ne sont pas des éléments, comme on le dit à l'époque dans certains journaux de revendication, des éléments, dans certains journaux continentaux, des éléments de rejet, mais au contraire des éléments qui insèrent. Et le fait d'écrire en Corse, pour une équipe corse et aussi une équipe française, le fait que le vestiaire soit corse et en même temps continental et étranger, c'est la preuve que l'identité corse est ouverte sur l'autre. C'est ça le message que fait passer Victor. Une formation qui a traversé l'Europe et porté avec fierté le maillot à la tête de mort au sommet. De Lisbonne à Newcastle, de Turin à Iéna, en passant par Zurich, le petit Pousset Bastiais, une équipe partie de rien, a réussi à former un groupe unique et soudé, capable de renverser les plus grands. Un sixième but marqué par Casse, un tir boulet de canon après un premier tir contré. C'est le festival de cette équipe de Bastia. On avait une bonne équipe de copains. On n'était pas bons, mais on avait une bonne équipe de copains. Une ambiance extraordinaire, d'ailleurs, quand on se retrouve, hein, on en parle toujours, je veux dire, il s'est lié quelque chose de très 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 fort. Lorsque l'après-midi, il n'y avait pas un entraînement, on se retrouvait chez l'un ou chez l'autre, on jouait aux cartes, on allait à la pêche ensemble. Après les matchs, Charles il prenait la guitare, on chantait en Corse, les chansons corses, c'était super. Non, une aventure incroyable avec des gens incroyables. Avec des gens incroyables. Une aventure que l'entraîneur de l'équipe d'aujourd'hui veut perpétuer. Une mémoire et des valeurs encore plus nécessaires à faire vivre dans le football contemporain.
moi j'en parle. J'en parle, je leur dis que le club a une histoire, il faut qu'ils s'imprègnent de cette histoire et il faut qu'aujourd'hui ils réécrivent une nouvelle page de cette histoire-là. Et on est là pour ça et pour avancer, pour justement reconstruire le club. Aujourd'hui, Bastia est mort. Il renaît. Seul un club comme Bastia peut renaître de ses cendres. Il n'y a que Bastia qui peut attirer et faire sortir tout son peuple. Et revenir dans ce stade qui a vu tant d'exploits. Je fais un gris-gris ou... Ouais, si vous voulez. Oh, mais je marque, moi.